Alors, je voulais vous rassurer, pour ceux qui sont vraiment au fond, ça va être retransmis en vidéo la semaine prochaine. Mais voilà, je suis désolée, la salle est un peu petite, c'est comme ça. Voilà, ok. Bon, là on y va. On terminait juste un petit peu avec la technique. D'abord, bah, écoutez, je vous dis bonjour, bienvenue, merci d'être venus aussi nombreux. Moi, je suis Annie Lichner, je suis journaliste et je suis la fondatrice de Ma Digital Week. Si vous êtes venus aussi nombreux, c'est peut-être parce que c'est un événement un petit peu exceptionnel, cette conférence, puisque c'est la première en France où on a pu réunir Facebook, Twitter et LinkedIn. Donc voilà, ça c'est, franchement, on est super contents de les avoir. Et l'idée, justement, sur ce salon e-marketing, c'était de connaître et de comprendre un petit peu où on va, de faire un petit peu l'état des lieux du marketing sur les principaux réseaux sociaux. Alors la personne de Facebook aussi va parler d'Instagram, et tout de suite on va, pour comprendre toutes ces évolutions, toutes ces tendances, où on va, je me permets d'appeler, si Marion veut bien mettre tout petit peu de musique, ça serait cool. Je me permets d'appeler donc Florence Trouche, qui est Business Strategy Facebook France et qui va aussi parler d'Instagram. Florence, installez-vous. Ikram El Bouiadi, qui est la directrice marketing de chez Twitter. Julien Gagliardo, qui est Marketing Solutions chez LinkedIn France. Juste, histoire de nous mettre un petit peu dans l'ambiance, dans la salle, qui réalise des campagnes sur Facebook. Levez la main. Yes. Allez, sur Twitter. Pas mal. Et sur LinkedIn. Pas mal aussi. Ah, déjà, hein, c'est bien. Je pense que ça marche. Oui. Ça marche? Vous entendez bien? Est-ce que... Alors, on m'a demandé de parler un petit peu plus fort pour que vous entendiez bien au fond. Est-ce que ça va? Oui? C'est bon. OK. Alors, on va commencer peut-être... Florence? Honneur aux dames. Florence, peut-être Facebook. Allez, quelques chiffres clés aujourd'hui. Alors déjà, on va éliminer tout de suite la question qui fâche. Hein. Bon, vous savez tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, etc. Donc, le deal, ça a été de... On n'en parle pas. Finalement, c'était pas en plus, si vous voulez, je dirais le déroulé de cette conférence. Mais par contre, vous êtes disponible pour faire des one-to-one avec des journalistes, etc. un peu plus tard. D'accord? Donc voilà, ça c'est dit, c'est fait. Florence, un point sur Facebook aujourd'hui. Allez, quelques chiffres clés. Faites-nous délirer parce que c'est tellement délirer fou. Dans les chiffres. Ah oui, absolument. Non, mais c'est des chiffres, je pense, que vous connaissez, en tout cas, que vous pratiquez au niveau de la France, puisque j'imagine combien d'entre vous ont un compte Facebook? Combien d'entre vous ont un compte Instagram? Voilà, donc c'est des plateformes finalement dont vous connaissez l'usage au quotidien, même en tant qu'individu, au-delà d'être représentant de marque. Donc Facebook dans le monde, c'est 2,13 milliards d'utilisateurs actifs par mois, environ 1,2 milliard de personnes qui sont actives tous les jours. En France, c'est 34 millions de personnes qui ont un compte actif Facebook. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit actif? Parce que ce sont des personnes qui vont, dans le mois, poster, commenter, liker, regarder une vidéo. Donc, c'est des gens sur lesquels nous avons des signaux. Et tous les jours, nous avons 26 millions de Français qui se connectent de façon active sur un compte Facebook. Instagram, c'est 800 millions de personnes dans le monde et 500 millions de personnes qui ont une utilisation quotidienne de la plateforme Instagram. C'est énorme. Juste une petite précision. Instagram, ce n'est pas que le réseau des millénials. Ah non, pas du... Enfin, c'est très utilisé. Alors, je ne sais pas s'il y a des parents... Moi, je suis maman d'ado. Et je ne sais pas s'il y a des parents d'ados dans la salle, mais vous avez dû remarquer qu'Instagram, effectivement, est très, très plébiscité par la cible des ados. C'est vrai. Par la cible des jeunes de façon large, effectivement, mais pas que. Mais effectivement, c'est une plateforme, notamment dans des usages comme les messageries instantanées. La messagerie directe est un usage très, très développé, comme les stories, par les jeunes et les très jeunes. Ikram, alors,
en tant que directrice marketing de chez Twitter. Alors vous, les chiffres que vous m'avez donnés, c'est 330 millions d'utilisateurs dans le monde, 500 millions de tweets sont envoyés chaque jour, mais aujourd'hui, je pense qu'on va... on va dépoter là sur le salon. Alors, vous m'avez dit quelque chose que je trouvais intéressant. Vous m'avez dit Twitter est le pouls de la planète en temps réel. Mais selon vous, ce n'est pas un réseau social. Expliquez-nous un petit peu pourquoi. Oui, alors effectivement, je pense qu'il faut revenir à ce qui fait l'ADN de Twitter. Twitter, c'est cette plateforme qui permet de s'informer sur ce qui se passe dans le monde, de découvrir ce dont les gens parlent en temps réel. Et effectivement, vous l'avez mentionné, Twitter, c'est le pouls de la planète, parce que notre plateforme va littéralement vibrer au gré de ce qui va se passer dans le monde. Cette année, ça va être une année très riche, avec la Coupe du Monde, évidemment. Mais je pense que le meilleur exemple aujourd'hui pour les personnes qui sont là, c'est le hashtag qui est juste derrière moi, qui est EMKTP 2018. Et j'imagine qu'une bonne partie de la salle est en train déjà de tweeter par rapport à l'événement qui est en train de se dérouler en temps réel. Donc c'est vraiment ça la force de Twitter, c'est ce caractère temps réel. Derrière ça, c'est aussi des conversations, puisqu'on vient sur Twitter pour échanger, pour discuter. Et finalement, une grande diversité d'utilisateurs vont échanger entre eux. Ce qui est important pour les marques, c'est justement la possibilité de retrouver son écosystème, donc à la fois ses clients, ses collaborateurs, mais aussi les médias. Et par rapport à votre question sur Twitter, au-delà d'un réseau social, je pense que ce qui est intéressant de noter, c'est que aujourd'hui, Twitter, c'est un moteur d'influence. Je pense que le sujet de l'influence, il est très lié à ce qui fait la caractéristique de Twitter, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire des personnes qui vont aller tweeter parce qu'ils ont une expertise sur un sujet. Et l'influence, elle ne se mesure pas du tout au nombre de personnes qui nous suivent, bien au contraire. Ça c'est important. C'est important de le dire. Exactement. Ce qui va compter, ça va être votre expertise. La crédibilité que vous avez vis-à-vis des personnes qui ont fait le choix de vous suivre. Et j'irai même un cran plus loin. Je pense que la force de Twitter, ça va être à la fois cette viralité au sein de Twitter grâce à la force du retweet, mais même au-delà, et c'est en ça que je trouve que le terme réseau social est un peu restrictif, puisque on sait qu'un tweet, ça ne reste jamais sur Twitter. Aujourd'hui, on est entouré de tweets, donc à la télé, à la radio, dans la presse. Un tweet voyage, bien au-delà de la plateforme. C'est intéressant pour les marques, parce que c'est un potentiel de visibilité qui est énorme. On va y revenir après. Et c'est ça qui est intéressant. Julien, LinkedIn, 546 millions de membres actifs, c'est ça hein? Oui, c'est bien ça. Alors, LinkedIn est souvent vu comme effectivement le réseau un petit peu coup de pouce pour le recrutement. Mais quand on en a discuté largement, etc., vous m'avez dit, il n'y a pas que ça. Alors, allez-y, développez. Je vais revenir quand même sur les 546 millions, parce que depuis qu'on en a parlé, c'est déjà plus d'actualité, puisque chaque seconde, on gagne 2 nouveaux membres. Donc on a une audience qui est en plein développement, une présence qui est très cohérente, très répartie partout dans le monde. Aujourd'hui, on a 75% de l'audience qui est en dehors des US. Et bonne nouvelle, la France est l'un des pays qui connaît le plus fort développement. On a aujourd'hui 15 millions de membres en France. Comment vous l'expliquez ça, en France, qu'il y a autant par rapport aux autres pays européens? Je vais y venir dans un instant, mais je pense qu'initialement, on avait des contenus qui étaient avant tout en anglais. Aujourd'hui, on a énormément de contenus qui sont en français. Et on a développé toute une approche éditoriale que je vais détailler par la suite et qui, je pense, permet aussi de driver davantage d'audience. Alors, ce qui est intéressant, c'est depuis la création de LinkedIn, c'était en 2003. LinkedIn était vraiment un des premiers réseaux sociaux. La promesse est toujours la même, celle de connecter les professionnels du monde entier pour faire en sorte qu'ils soient plus productifs et plus efficaces dans leur travail. Et c'est ça vraiment qui dicte toutes nos innovations produits, toutes les acquisitions que l'on peut faire, vraiment la stratégie de l'entreprise au quotidien. Alors, vous avez raison de le souligner, initialement, quand on ouvrait un compte LinkedIn, c'était pour chercher un job. C'était le cas il y a 10 ans, quand on était manager et qu'on voyait quelqu'un de son équipe qui avait créé un profil, on se disait « aïe ». Il est préférable que je fasse un pipe de candidats. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est tout autre. On y vient principalement pour consommer du contenu. On a 85% des visites qui sont faites simplement pour consommer du contenu. On a 70% de l'audience qui n'est pas en recherche d'emploi. Et un contenu, bien sûr, qui est complètement lié à son univers professionnel. Comprendre les tendances de son secteur d'activité, suivre les entreprises qui comptent pour nous et aussi avoir des informations qui vont nous permettre de briller à la machine à café. 85% qui lisent du contenu, ça c'est valable aussi pour la France? Alors c'est une donnée internationale, mais effectivement on est sur un trend qui est très comparable en France. Je vous le disais, on est l'un des pays qui connaît la plus forte croissance et particulièrement en matière d'engagement, c'est-à-dire le nombre de visites et qui se font principalement sur du contenu. Et ça on va revenir en matière d'engagement tout à l'heure, d'accord. Une question ouverte par rapport, vous, à chacun de votre périmètre d'activité. Moi, j'aimerais bien savoir les grandes tendances qui se dégagent en 2018.
Inkram, Florence, Julien, qui veut commencer? Je peux commencer Vas-y, Inkram. Alors les tendances, je pense, pour 2018, alors on le sait tous, on utilise et on consomme beaucoup de vidéos. Je pense que l'année 2018 va être une année où on va continuer dans cette voie-là. Sur Twitter, c'est effectivement 93% des vidéos vues qui le sont aussi sur mobile. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un tweet avec une vidéo, c'est aussi un tweet qui est 6 fois plus retweeté qu'un tweet avec une photo. Donc je pense qu'il y a une poursuite de cette tendance de fond. Et on s'attache aussi à mettre en œuvre un certain nombre de solutions vidéo pour les marques. Mais voilà. Votre force, donc, quand on en avait parlé, c'est l'interactivité avec la télévision. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, j'avais mentionné la Coupe du Monde. Je pense qu'on va tous être à peu près devant nos télévisions à regarder ce qui se passe dans quelques mois pour la Coupe du Monde. Il y a une complémentarité naturelle entre Twitter et la télévision. C'est 63% de nos utilisateurs qui utilisent Twitter devant la télé. Et ça va aller en se développant encore. Et on s'attache aussi à mettre à disposition des marques des solutions qui permettent de synchroniser ces campagnes de télé par rapport à ces campagnes Twitter. Voilà. Florence, la vidéo sur Facebook et... Oui, forcément la vidéo. Vous m'entendez là? Parce que moi, je ne vois pas. Enfin, j'entends pas. Forcément, effectivement. Alors, je dirais... Je vais revenir sur la vidéo. Moi, déjà, il y a quelque chose qui me rassure, c'est que je n'ai plus besoin de dire que le mobile est le premier écran de contact. Donc ça me rassure, parce que pendant très longtemps, même si nous, on voyait sur la plateforme qu'au fur et à mesure, sur nos utilisateurs, il y a à peu près plus de... Selon les pays, ça varie, mais c'est entre 70, voire 90% d'usage de Facebook qui se fait sur un mobile. Instagram, c'est une plateforme qui est née dans le mobile. Et parfois, j'avais le sentiment, quand je dialoguais avec mes partenaires annonceurs, qu'il n'y avait pas encore cette prise de conscience que le premier écran de contact qui va être entre une marque et son consommateur, je suis agnostique sur les plateformes, là je parle pour tout le monde du digital, ça va être un écran mobile. Un écran mobile veut dire une façon différente d'appréhender les contenus, une façon différente de consommer les contenus. Un mobile vous accompagne tout au long de la journée. Un mobile est dans votre poche, donc c'est cette personnalisation qui en fait sa spécificité. Et je suis sincèrement à l'aise maintenant d'avoir des conversations avec le monde du business qui est vraiment... où on a bien compris que le premier écran, c'est le mobile. Effectivement, la consommation vidéo explose sur ce premier écran. Nous, ce qu'on a pu voir, si je prends une plateforme comme Instagram, c'est qu'il y a eu plus de 80% d'augmentation du nombre de vidéos qui sont faites sur Instagram. Et en fait, il y a un truc moi, que j'utilise souvent, même dans ma tête, pour me représenter le pourquoi la vidéo à ce point-là, avec cette accélération exponentielle des contenus sur la vidéo. Parce que notre cerveau, il a besoin de 60 000 millièmes de seconde pour processer une image. Un mot, il a besoin de beaucoup plus de temps. Donc en termes de mémorisation, en termes de rapidité de partage d'informations, le visuel et la vidéo, c'est le meilleur moyen pour travailler sur une mémorisation, une capacité à diffuser un message. Donc oui, les gens regardent plus de vidéos, en produisent plus, mais les marques aussi, c'est quand même sincèrement une formidable façon de faire en sorte que les gens mémorisent le message que vous avez envie de donner. Et nous, on voit bien sur Facebook, là, sur le dernier quarter, je ne sais pas si vous... Enfin, j'imagine que vous suivez l'actualité de l'entreprise. Sur le dernier quarter, plus de 50% de notre chiffre d'affaires sur le mobile, c'est fait sur de la vidéo. Donc effectivement, c'est une tendance de fond, c'est la vidéo, quelles que soient les plateformes. Après, il y a une autre tendance sur laquelle nous, on travaille forcément énormément, c'est la messagerie instantanée. Je l'évoquais sur Instagram, le fait que mes petites ados, quand elles parlent à leurs copines, le SMS, elles savent plus ce que c'est. D'ailleurs, elles ne lisent plus les SMS que je leur envoie. Je confirme, Florence. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, c'est quand je dis à ma fille, mais t'as pas lu mon SMS? Elle me regarde avec des yeux, genre je suis un dinosaure. Donc le gros phénomène également dans le monde du digital, c'est l'usage des messageries instantanées, que ça soit WhatsApp et Messenger, qui font partie de l'entreprise Facebook. Et on voit une explosion de la diffusion des messages, que ça soit entre individus, mais que ça soit également entre individus et marques. Donc
vidéo, mobile, messagerie instantanée. Ok, message reçu. Julien, on va parler de contenu peut-être sur LinkedIn. Oui, on va parler de contenu. On voit que le contenu organique fonctionne toujours très bien. En l'occurrence, on a cette année plus 67% de partage des contenus qui sont publiés sur la plateforme. Donc il y a toujours cette notion de viralité qui est très forte. Après, la vidéo aussi, bien sûr, on a lancé notre offre vidéo, dans un premier temps auprès des membres et ensuite auprès des entreprises. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a des très très bons résultats, ça fonctionne très bien sur la plateforme. On accroche 3 fois plus l'attention avec la vidéo par rapport à un post classique. Et puis, on a des taux de complétion qui sont vraiment très supérieurs à ce qu'on attendait. Donc, ça fonctionne très bien sur la plateforme. Je vais finir par l'éditorialisation, qui est aussi une vraie tendance qui est nouvelle chez LinkedIn. Toute cette vague de contenu, on l'accompagne. Pour cela, on a développé notamment un programme d'influenceurs. On a 500 personnes dans le monde qu'on considère référentes dans leur secteur d'activité. Politique, on a le président Macron, à titre d'exemple, on a Barack Obama, on a le Premier ministre, mais aussi dans la société civile, avec des présidents comme M. Oudéa, M. Pouyanné, M. Brassac, etc. Ou plus largement, des influenceurs comme Anne-Sophie Pic, chef étoilé. Et ces influenceurs, ils sont au nombre de 45 en France, et on va les aider pour qu'ils construisent un programme éditorial tout au long de l'année, et on va pousser ces contenus dans le fil d'actualité de nos membres. Donc c'est un moyen aussi de diffuser du contenu. Autre initiative, pour toujours éditorialiser davantage, on a lancé le Récap Actu. Donc là, ça va être tous les jours, vous avez la possibilité de recevoir, via une petite notification, les 5 actus du jour qui comptent. Et on travaille avec des partenaires, des publishers référents, pour trouver les 5 actus qui comptent dans la vie économique et professionnelle. C'est top. Bon, on le voit, les trois grands réseaux sont très complémentaires. Florence, on va rentrer un petit peu dans les détails, mais dans les spécificités, je dirais l'ADN de Facebook, Twitter et LinkedIn. On l'a vu, Florence, en ce début d'année, Mark Zuckerberg a annoncé le nouvel algorithme du réseau social. L'objectif, c'est revenir à l'ADN du réseau et lutter notamment contre tout ce qui est fake news, pour privilégier du contenu de qualité et... Non, en fait, il y a deux sujets en un, et je reviendrai sur les 2 sujets. Il y a le sujet, effectivement, de la modification de l'algorithme et le sujet des fake news. Oui. La modification de l'algorithme, qu'est-ce qu'a voulu faire Mark? Alors, Zuckerberg. La mission de l'entreprise Facebook, c'est de faire en sorte que vous soyez connectés avec ceux qui vous intéressent. Donc ceux, c'est EX, ceux, c'est eux. Donc ça peut être des contenus, ça peut être des individus. C'est l'ADN de l'entreprise Facebook. C'est pour ça que je dis tout le temps, et c'est vrai, enfin je ne suis pas seule à le dire, il n'y a pas 2,13 milliards... Facebook, ce n'est pas 2,13 milliards de Facebook qui sont similaires. Vous avez réellement 2,13 milliards de comptes qui sont totalement différents parce qu'ils vous ressemblent. Ils ressemblent à ce que vous aimez, ils ressemblent à ce que vous partagez, ils ressemblent à ce que vos amis partagent. Et ça a toujours été au cœur de l'entreprise Facebook. Au fur et à mesure, avec l'exponentielle croissance du nombre de contenus partagés sur Facebook, au fur et à mesure, parfois, on avait remarqué que la mission fondamentale qui est de rapprocher les gens de ce qu'ils aiment disparaissait au fur et à mesure, puisqu'il y avait des contenus, il y a des contenus de toutes divers émetteurs, dont les médias, dont les célébrités, dont les politiques, dont les marques, bien évidemment. Donc ce qu'il a mis en place, c'est de faire en sorte que il y ait de plus en plus dans votre newsfeed les contenus des gens avec lesquels vous interagissez le plus, avec les gens, les marques ou les médias. Ce n'est pas uniquement un individu, ça peut être également les marques. Donc il y a un intérêt pour les marques, notamment qui ont des grosses communautés sur Facebook, c'est que ça va permettre de faire en sorte que leurs contenus apparaissent dans ceux qui sont très engagés vis-à-vis de cette marque, qui attendent les contenus, qui les like, qui les commentent dès qu'elles arrivent. Donc ça, c'est les modifications qui sont en train d'être diffusées sur la plateforme, sur laquelle on fait beaucoup de tests. Donc c'est au minimum 6 mois de tests pour au fur et à mesure voir quels sont l'impact de ces modifications sur la consommation de Facebook. Les fake news, c'est un autre sujet et ce n'est pas un sujet qui n'intéresse que Facebook. C'est un sujet qui est fondamental pour nos sociétés. Ce n'est pas un sujet nouveau, puisque vous qui êtes journaliste, vous le savez parfaitement, les sources, la vérification des informations qui sont diffusées est fondamentale dans un métier de diffusion d'informations.
Donc c'est un sujet majeur de notre société, c'est un sujet prioritaire pour l'entreprise Facebook. Faire en sorte qu'on soit capable de identifier aussi vite possible des informations qui peuvent être fausses informations. Alors qu'est-ce qu'on a mis en place dans beaucoup de pays, dont la France particulièrement? C'est un travail en collaboration avec des gens dont c'est le métier. Donc c'est le métier de vérifier la validité d'une information. Donc on travaille en France avec des médias partenaires qui sont Le Monde, qui sont Libération, 20 minutes, l'AFP, France Télévisions, avec un certain nombre de partenaires qui ont des cellules de fact-checking, c'est-à-dire des gens qui ont la capacité très rapidement de vérifier si cette information est juste ou pas. L'ADN de Facebook, c'est aussi donner le pouvoir aux utilisateurs, avec la capacité que vous avez chacun de pouvoir gérer la personnalisation des contenus en fonction de ce que vous voulez bien partager. Donc il y a cette fameuse case à cocher en haut de chaque publication. Quand vous cochez cette case, quand vous voyez une information qui est selon vous fausse, vous cochez cette case, vous la signalez, immédiatement elle remonte à nos partenaires de fact-checking. Si deux des partenaires de fact-checking identifient que cette information est réellement fausse, elle est identifiée comme fausse information sur la plateforme. Elle ne disparaît pas. Pourquoi elle ne disparaît pas? Parce que c'est une information que de savoir que cette information est fausse. Et donc elle est identifiée clairement comme étant une information fausse. D'accord. Est-ce que vous voulez réagir, Ikram, par rapport à ça, sur Twitter, les fake news, etc. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes sensibilisé chez Twitter? Bien sûr, je pense que c'est effectivement un sujet qui concerne tout le monde. Je pense que la nature de Twitter, étant une plateforme ouverte et publique, c'est effectivement deux caractéristiques essentielles de la plateforme, font que c'est finalement un puissant antidote en temps réel de vérification, de challenger l'information. Et vous le savez effectivement très bien, étant donné la représentation des journalistes sur Twitter, qu'on est en mesure de vérifier et donc de rebondir par rapport à des informations qui sont probablement erronées ou effectivement pas justes. Julien, est-ce qu'on a ce problème sur LinkedIn ? Forcément, on est très attentif et on sait à quel point c'est important pour les annonceurs d'avoir un environnement de diffusion qui soit complètement safe. On sait que la qualité de l'environnement de diffusion influence aussi la manière dont on perçoit les contenus qu'on y diffuse. Et en l'occurrence, donc on est très vigilant à tout ça. On est dans un univers professionnel, donc on va dire qu'on est moins exposé peut-être par rapport à d'autres acteurs. Et en l'occurrence, il y a une étude qui était très intéressante, qui a été publiée par Business Insider l'année dernière, qui montrait justement cette corrélation qui pouvait exister entre l'environnement de diffusion, l'influence que ça avait sur la perception des contenus. Et LinkedIn avait une valeur confiance qui était très, très présente. 70% des personnes considéraient qu'à la fois la plateforme, à la fois les contenus qu'on y trouvait, était fiable et pertinent. C'est un élément majeur. En télévision, on est aux alentours de 60% en termes d'indice de confiance sur les contenus. Est-ce que c'est lié au fait que sur LinkedIn, on n'a pas de pseudo ? Ça peut y contribuer, mais surtout, on prend la parole dans un contexte professionnel, donc on essaie d'être plutôt cohérent et éviter de porter un message... C'est clair, c'est clair. On va revenir sur l'ADN. Alors, pour Twitter, l'ADN, moi, j'avais noté l'instant, la réactivité, la proximité. Il y a d'autres facteurs, peut-être, qui peuvent jouer aussi pour les marques, Ikram ? Je pense que vous mentionnez... Vous m'entendez bien ? Oui. Vous mentionnez 3 axes majeurs qui découlent effectivement de qui on est. Et quand on regarde et qu'on s'intéresse finalement aux attentes de nos utilisateurs, on retrouve effectivement des attentes très fortes en matière de services, de relations clients, également de proximité et aussi de transparence. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Donc j'aimerais revenir effectivement sur ces 3 axes qui sont 3 axes essentiels sur Twitter et que les marques ont complètement intégrés dans le cadre de leur campagne de communication. Et tout d'abord, par rapport à la relation client, Twitter, c'est devenu un canal à part entière de relations clients parce qu'on est dans une telle demande d'informations et de réponses rapides. Je pense que c'est encore plus vrai auprès des millennials qui sont dans l'attente d'une réponse qui soit juste, qui soit rapide, qui soit réactive. Ça, je pense que c'est important. Et quand on demande à nos utilisateurs si la réactivité, c'est important, 80% d'entre eux nous disent oui, la réactivité de la marque, c'est un élément majeur. Et les marques l'ont bien compris sur Twitter.
puisque par exemple la Société Générale en a fait un engagement avec une réponse en moins de 30 minutes sur Twitter qui permet d'aller répondre aux questions qu'on peut se poser en tant que client ou en tant que prospect. Je pense que ça, c'est un élément important. Après, on parle beaucoup sur Twitter d'engagement, de proximité. Et s'il y a bien une plateforme où on est dans l'échange et dans la discussion, c'est quand même Twitter. Parce que, et moi, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, parce qu'il y a des choses assez drôles qui se passent à peu près tous les jours sur Twitter. Et on a des exemples récents, et j'aimerais vous en citer un que vous avez peut-être vu passer. C'est celui de Decathlon récemment. À la suite d'un tweet d'un utilisateur qui se rend compte qu'il y a une explosion de vente de cravaches chez Decathlon et qui s'étonne qu'il n'y a pas de chevaux sur les parkings des Decathlon. Et donc Decathlon naturellement rebondit et tweet. Il s'avère que c'est très juste et qu'on a mené une analyse et il s'avère que cette explosion de vente de cravaches est concomitante avec la sortie du film 50 Shades of Grey ou 50 nuances plus sombres. Mais je trouve que c'est et Leroy Merlin ensuite a répondu. Je trouve que c'est symptomatique de ce qui fait, je pense vraiment notre nature, voilà, c'est la proximité, c'est l'humour, c'est le fait de pouvoir rebondir sur des conversations. Voilà, ça je pense que c'est important. Et beaucoup de marques le font et Ikea le fait très bien aussi. On va regarder après tout ce qui est best practice et on décryptera quelques campagnes. Juste pour revenir au niveau des contenus, Julien, parce que vous m'avez dit quelque chose sur lesquels je trouve très juste, vous m'avez dit en matière de contenu, sur les comptes personnels des réseaux sociaux, nous consommons du contenu pour nous divertir. Alors que sur LinkedIn, on investit de son temps pour trouver des infos pertinentes dans le cadre de notre vie professionnelle. C'est ça toute la différence en fait avec les autres. Oui, je crois que c'est aussi pour ça qu'on est aussi à l'aise autour de la même table ronde, c'est parce qu'on a chacun nos univers et je pense nos espaces qui correspondent à des attentes différentes des membres. Et en l'occurrence, on avait fait une étude pour voir très précisément ce qu'on attendait sur chacun des réseaux sociaux. Et là où on va chercher à se divertir, à passer du temps sur les autres acteurs, avec LinkedIn, on va chercher à investir du temps. Donc je vais chercher du contenu qui va permettre de mieux comprendre les tendances de mon secteur d'activité, l'innovation qui est associée, de suivre des influenceurs, de suivre la vie des entreprises. Je vous le disais tout à l'heure, de briller à la machine à café, d'avoir des informations pour faire avancer ma carrière. Donc c'est quand même un univers qui est assez différent. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a que des marques B2B, je vous en parlerai tout à l'heure. On a aussi des marques B2C qui viennent prendre la parole. On en parlera après. Mais juste, j'avais une question d'une personne, parce que je suis en même temps les questions que vous posez sur l'écran. On me dit LinkedIn commence à se standardiser par rapport aux autres réseaux sociaux avec des publications moins sérieuses sur le fil d'actualité, avec des filtres à la Snapchat sur les photos. Est-ce que LinkedIn souhaite rester le réseau social des professionnels ? Rassurez-les. Alors, j'avais commencé en faisant référence à notre mission, celle de connecter les professionnels du monde entier pour qu'ils soient plus productifs, plus efficaces dans leur quotidien professionnel. Je crois que c'est ce qui fait le succès de LinkedIn, c'est qu'on a toujours été cohérent dans toutes nos actions avec cette mission. Donc on y restera, c'est certain, et on n'évoluera pas de cet univers professionnel. Alors ce qui ne veut pas dire l'humour peut y avoir sa place. Ce ne sera pas un humour ni potache, ni graveleux, c'est certain. On a notamment, je citerai, on a l'un de nos clients, CIC, qui commente avec des dessins humoristiques de manière très drôle l'actualité économique, l'actualité professionnelle. C'est sympa. Justement, parler d'humour, de créativité, de vidéos, etc. On va passer à la partie justement de tout ce qui est campagne et on va lancer, je vous propose de décrypter des campagnes des 3 réseaux et on va lancer la première vidéo qui concerne Facebook.
compris, hein, la vidéo, partout. Non, oui, mais au-delà de ça, parce que qu'est-ce qu'elle raconte, cette vidéo? Elle raconte qu'on en regarde partout, tout le temps et tout. Elle raconte beaucoup de choses, en fait. Elle raconte qu'on a une façon différente de consommer de la vidéo en fonction des moments dans lesquels nous sommes, des moments de vie. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup avec nos annonceurs. On l'appelle le 70-20-10. C'est-à-dire que globalement, ce qu'on a observé sur notre plateforme, c'est que 70% des contenus vont être consommés dans un mode rapide toute la journée. C'est-à-dire que vous avez très peu de temps, vous êtes en déplacement dans le métro, dans le bus, vous avez très peu de temps, donc privilégiez dans ces cas-là des contenus courts. Mais aussi, n'oubliez pas qu'un contenu court alerte votre attention sur un produit ou une expérience de marque, mais les contenus longs vous permettent d'aller un peu plus loin dans l'explication. Et ces contenus longs, donc les 30%, 20% vont être quand vous prenez un peu plus de temps pour regarder votre réseau social Facebook. Donc ce sont des contenus sur lesquels vous pouvez vous exprimer vos marques un peu plus longtemps, donc vous pouvez dépasser les 15 et 30 secondes, et on va jusqu'à ce qu'on appelle la consommation canapé ou la consommation du lit, c'est-à-dire quand vous êtes en période de repos, où vous avez là la capacité à consommer des contenus qui sont beaucoup plus longs. Donc c'est ça que moi j'aime particulièrement dans cette plateforme, quand on est une marque, cette capacité à s'adapter et de vous amuser avec une créativité des contenus assez forts. Qu'est-ce qu'elle raconte également, cette vidéo? Elle raconte qu'il y a du live. Et ça, c'est une des fonctionnalités qui est géniale pour les marques. Là, ce matin, j'intervenais avec des marques du luxe. Parce que souvent, on n'imaginait pas que les annonceurs du luxe soient aussi présents sur Facebook et Instagram. Ils le sont très fortement, notamment également via le live, parce que les grands événements de certaines marques, dont le luxe, mais pas que, sont des événements auxquels très peu de gens avaient accès. Un défilé de Dior, il y a 300 personnes qui sont invitées. Un défilé de Dior aujourd'hui est suivi par plus de 300 000 personnes. Donc le live, cette fonctionnalité qui vous permet de vivre l'instant présent, est excessivement important. Qu'est-ce qu'elle raconte également? Elle raconte qu'il y a de la messagerie. On parlait effectivement avec Ikram de la messagerie comme un formidable outil de relation client. Sur Messenger, c'est 1,3 milliard de personnes. Sur WhatsApp, c'est 1,5 milliard de personnes. Cette capacité que vous avez en tant que marque à rentrer directement en contact, et c'est très utilisé en service client aussi, également ces messageries. Et donc il y a aussi, via la vidéo, il y a des choses assez simples à raconter, comme des modes d'emploi, comme des tutos, etc. Je peux y rester, oui, je vois bien. Je peux y rester des heures. Justement, non, mais parce que l'idée, c'était d'analyser la campagne Louis Vuitton qu'on va tout de suite lancer après. D'accord. Et justement, vous allez pouvoir préciser tout ça. Est-ce qu'on peut lancer la seconde vidéo de... Ça, c'est plutôt nous. Ah on l'a pas. LinkedIn, non. Alors on revient en arrière. J'ai pas la vidéo de Louis Vuitton. Je peux la raconter si vous voulez. Allez, en fait, c'est une vidéo sur Instagram, les stories. Les stories, on est fan des stories. Pourquoi on est fan des stories? Parce que sur les 800 millions de consommateurs qui utilisent Instagram par mois, 500 millions par jour, 300 millions par jour vont regarder le format des stories. Les stories, c'est une façon pour une marque d'aller présenter son univers de façon, je dirais, très émotionnelle, très légère, très dans l'instantanéité. Et justement, on a lancé ce format pour les publicités, pour les marques. Et on l'a lancé avec une grande marque de luxe en France, c'était Vuitton. Donc une fois de plus, ces plateformes sont totalement parfaites pour à peu près tous les utilisateurs, enfin tous les types d'industries. Et Louis Vuitton a fait les premiers stories publicitaires pour sa collection hommes. Et on a vu des résultats assez phénoménaux, mais qui ne m'étonnent pas parce que le format des stories capte énormément l'attention, avec des taux de viewabilité qui sont quasi à 100%. Et Louis Vuitton a vu plus de 28 points d'augmentation de sa notoriété auprès d'une cible qui était un peu plus jeune, du coup, sur les stories. 28 points, c'est énorme, hein, entre exposé et non exposé. C'est un gap que l'on n'a pas forcément très souvent l'habitude de voir. Et a vu 10 points d'incrémental sur la singularité d'une marque, notamment sur les plus jeunes. Parce qu'il y a forcément un des objectifs de beaucoup de marques, et notamment l'univers du luxe, c'est de se rapprocher des consommateurs des plus jeunes, les millennials, qui
qui vont représenter en 2025 quand même 45% de vos consommateurs. Donc il ne faut pas oublier d'aller dans les nouveaux formats qu'ils utilisent. Donc voilà, c'était le cas Louis Vuitton, mais il est magnifique. Vous pouvez aller le découvrir sur notre site Facebook for Business. Désolée, bon, c'était un petit problème technique. On enchaîne avec Twitter peut-être. On va passer les... C'est une petite vidéo. C'est ça, avec une présentation d'une campagne. En fait, ce que vous voyez ici, c'est plusieurs campagnes. En fait, je vais vous donner d'autres exemples, mais il s'agit d'une sélection de campagnes qu'on tweet d'ailleurs sur notre compte Twitter Marketing France, que je vous invite à aller consulter, puisque notre objectif en tant que marketeur, c'est aussi de vous donner des clés, de vous donner des éléments de bonne pratique pour vous inspirer. Donc ici, vous avez plusieurs exemples, dont celui-ci de Kenzo, qui date de janvier, qui a bien compris, je pense, les codes de la plateforme, puisqu'il s'appuie sur un générateur de GIFs. Vous savez probablement que les GIFs, ça cartonne sur Twitter. Ouais. Et donc, ça joue sur, effectivement, ce côté je vais aller déclencher des conversations. Mais je voulais aussi vous donner d'autres exemples de campagnes, parce que je pense, on a parlé du luxe à l'instant. Yves Saint Laurent, il y a quelques temps, a souhaité lancer un nouveau parfum et avait vraiment une problématique d'aller toucher une audience de millennials. Mais il ne voulait pas simplement s'arrêter à de la diffusion de contenu seul. Il souhaitait vraiment engager une conversation et une interaction auprès de leur communauté. Et donc, ce qui est intéressant pour ce qui est de l'utilisation de Twitter, c'est qu'ils ont joué sur 3 choses. Premièrement, il y avait un volet effectivement de vidéos sponsorisées. On l'a dit et je le redis, effectivement, la vidéo, c'est le format roi du storytelling. C'est effectivement vrai aussi sur Twitter. Et c'est une manière aussi d'aller pousser son message de marque. Ils sont aussi appuyés sur des égéries. En l'occurrence, il s'agissait d'un artiste, d'un entrepreneur, pour aller effectivement s'appuyer sur des communautés et générer de l'engagement. Et enfin, ils sont allés jusqu'à, je dirais, à la fin du parcours d'achat, puisqu'ils ont joué sur un format qu'on a annoncé récemment, qui est donc la vidéo cliquable, qui permet et qui combine 2 choses. Premièrement, le branding, et puis effectivement générer du clic, puisque vous avez la possibilité sur un même format d'aller, par exemple, rediriger vers un site web, ce qui permettait aux utilisateurs d'aller acheter, par exemple, le parfum. Donc je trouve que c'est intéressant, parce que c'est un dispositif qui est complet et qui permet de toucher une audience ciblée. Et si j'ai le temps de donner un autre exemple, et je fais vite sur celui-ci, pour le coup, c'est un exemple que j'aime beaucoup, parce que déjà, ça touche les enfants, et puis c'est une campagne de sensibilisation. C'était celui d'Intermarché, des bons légumes. Donc vous avez peut-être entendu parler. Oui, il s'agissait effectivement de quelque chose d'intéressant, parce qu'ils ont joué sur ce côté conversationnel de la plateforme, en jouant sur une fausse confusion entre 2 légumes. En l'occurrence, c'était la laitue et le chou, et en tweetant une photo, en l'occurrence d'un chou, avec un commentaire parlant d'une laitue. Et en fait, ça a généré énormément de commentaires, et c'était tout l'objectif de la marque et de l'agence qui l'accompagnait, d'aller orchestrer en fait une sorte de bruit autour de cette campagne de sensibilisation qui visait à éduquer, entre guillemets, ou à sensibiliser sur le fait qu'aujourd'hui, et c'est vrai, les enfants et même parfois les parents ne connaissent pas très bien le nom des légumes. Voilà. C'est vrai. Donc, mais je confirme aussi. Pour les enfants. Et je dirais peut-être une dernière chose, et que j'ai oublié de le mentionner, et j'en profite parce que c'est tout frais. Pas plus tard que lundi, on a annoncé, donc c'est une initiative française, donc on est particulièrement fiers, le premier prix Twitter, qui va permettre de récompenser toutes les campagnes que vous menez, avec un objectif de mettre en lumière votre audace, votre innovation, votre créativité, qui s'appelle donc le prix Best of Tweets. Donc sympa, je vous invite à aller sur bestoftweet.fr pour découvrir tout ça. C'est sympa. Julien, on voit les campagnes sur LinkedIn, c'est plutôt dans le B2B, mais pas que, d'après ce que vous m'avez dit aussi lors de notre entretien. Alors justement, ça me permet de rebondir sur l'exemple des moments de vie, et particulièrement dans l'univers du luxe. Sur LinkedIn, on a des annonceurs qui sont B2B, on a aussi des annonceurs qui sont B2C premium, sur des personnes qui cherchent à targeter des personnes qui ont un niveau de revenu supérieur à la moyenne. Et dans l'univers du luxe, on travaille énormément avec cette industrie. On a vu l'importance des moments de vie dans l'achat d'un sac, dans l'achat d'une montre, etc. Il y a 67% des achats dans l'univers du luxe qui sont faits sur ces moments de vie. Et plus de la moitié d'entre eux concernent des moments de vie professionnels. Et sur LinkedIn, justement, on est parfaitement placé pour connaître ces moments de vie professionnels. Et on travaille avec des acteurs sur ce qu'on appelle, par exemple, les career changers. C'est les personnes qui ont changé d'activité, d'entreprise, qui ont été promues au cours du mois qui viennent de s'écouler.
De la même manière, on travaille, alors sans aucun cynisme, mais sur des populations comme les traders. Au moment où on sait qu'ils vont toucher des bonus, on va aller targeter ces personnes et on a des taux d'engagement, particulièrement sur les montres, qui sont remarquables. Dans un autre registre, on a travaillé avec Gégère qui souhaitait l'achat d'une montre. C'est souvent les premiers pas dans la vie professionnelle. On est content d'acheter une montre. Donc les personnes qui venaient d'être diplômées et qui accédaient à un nouvel emploi, elles aussi, on les engageait. C'est le but de la campagne qu'on va voir là ou Non, c'est autre chose. Le PowerPoint, s'il vous plaît. Alors, je voulais vous parler d'un univers qui n'a absolument rien à voir et qui, pour moi, correspond vraiment à une tendance de fond aujourd'hui des annonceurs. C'est cette volonté de rapprocher, d'aligner les stratégies marketing et les stratégies commerciales. Et en fait, on est placé, vous savez, LinkedIn, c'est du marketing, mais pas que. On a des solutions de recrutement, des solutions commerciales, des solutions de formation. Et ça nous positionne vraiment comme un partenaire de la transformation digitale des entreprises. Et on a bien vu que pour les annonceurs, il y a une vraie volonté de travailler de plus en plus ensemble. On a fait une récente étude qui montre qu'au cours de l'année qui vient de s'écouler, 74% des directeurs marketing et commerciaux considèrent qu'ils ont mieux travaillé ensemble et qu'il était très important d'aligner à la fois leurs KPI et leurs objectifs. Alors, on a travaillé avec Dassault Systèmes et on peut lancer le slide. Et le contexte est le suivant. La direction commerciale de Dassault Systèmes va voir la direction marketing en disant on pense qu'il y a un univers sur lequel on peut vraiment développer notre présence. En l'occurrence, cet univers était celui de l'énergie, un secteur d'activité sur lequel ils pensaient que leur solution méritait qu'ils aient encore plus de parts de marché. Eh bien, on a fonctionné avec eux en plusieurs temps. Dans un premier temps, on a développé une stratégie de contenu en direction des acteurs de l'énergie, avec une stratégie de contenu qui s'inscrivait dans le temps. On sait qu'en moyenne, quand on veut faire un achat, dans ce processus d'achat, il y a 10 interactions avec des pièces de contenu avant d'acheter le service ou le bien qui nous est proposé. Donc, premier élément, une stratégie de contenu développée sur un blog lancé par Dassault Systèmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a choisi un targeting qui intégrait aussi les informations qui venaient du commercial. C'est-à-dire que les commerciaux ont pu envoyer leur lead et dire ces entreprises, on souhaiterait qu'elles soient incluses ou à l'inverse qu'elles soient exclues. Et particulièrement nos contacts avec lesquels on a du mal, on voudrait renforcer la relation, on souhaiterait aussi les inclure. Donc on a utilisé leur fonctionnalité, leur data, qu'on a couplé à notre data pour avoir justement un programme de contenu qui soit envoyé aux bonnes personnes, les personnes qui comptent pour le développement de l'activité. C'est sympa ça, oui. Deuxième étape. L'idée, c'était aussi d'avoir des leads, c'est-à-dire recruter des coordonnées de personnes qui étaient intéressées. Et là, tout simplement, on a proposé un programme de contenu avec un white paper qui, lorsqu'on le téléchargeait, on envoyait automatiquement ces données au système de CRM de Dassault Systèmes. Donc, je veux avoir ce white paper, je vais avoir un formulaire qui va s'inscrire dans l'environnement LinkedIn, on va avoir 7 champs qui vont être pré-remplis, et automatiquement, c'est envoyé dans l'univers Dassault Systèmes. Et enfin, le dernier élément, et on passera au chart suivant, c'est toute la notion de social selling qu'on a ajouté aussi sur cet élément. On a envoyé un email à nos membres, donc avec les mêmes critères de targeting. Alors je précise, il y a très peu d'emails qui sont envoyés. Quand on envoie ce type de communication, c'est maximum une tous les 2 mois, quel que soit l'annonceur. Donc on est vraiment, on veut surtout préserver l'environnement de diffusion. Et ce qui était intéressant, en fait, c'est que cet email, il était envoyé par des commerciaux de l'entreprise et il redirigeait directement vers un point de drive qui est en fait un espace qui pourrait s'apparenter à un blog et sur lequel le commercial pouvait mettre en avant ses offres et prendre contact surtout avec les personnes qui venaient le visiter. Donc on voit bien comment d'une stratégie de contenu, on peut l'intégrer à la base de données qui est celle des systèmes commerciaux et enfin alimenter des leads. Justement, en parlant de contenu d'une manière générale, alors les questions fusent, je ne vous dis même pas, j'en ai des centaines. On me demande, est-ce qu'il faut partager du contenu différent sur chaque réseau social ? Je vais répondre pour le coup en tant que marketeuse. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est pas tant de se dire est-ce qu'on choisit une plateforme au détriment d'une autre, mais plutôt de bien comprendre les spécificités de chacune. Et je pense que c'est essentiel. Parce que je pense que décliner sincèrement une campagne telle qu'elle, ce serait ignorer ce qui fait la richesse de chacune des plateformes. Donc pour nous, vous l'avez bien compris, c'est effectivement le live, la conversation, jouer la proximité et la carte de l'engagement. Florence ? Après,
Moi, j'ai une réponse peut-être un peu pragmatique aussi, c'est que j'ai des annonceurs qui n'ont pas les moyens forcément, et des très grands annonceurs, d'être présents dans l'intégralité de toutes les plateformes et de s'adapter exactement à toutes les plateformes. Donc, je comprends, Ikram, ta réponse. Nous, ce que l'on dit, c'est... Alors, on est dans un univers Facebook et Instagram, mais c'est valable pour l'intégralité des plateformes. Choisissez la plateforme qui est peut-être la plus exigeante en termes de création, et c'est Instagram. Et c'est Instagram, ça a été, on fait le même type d'études que chez LinkedIn, où on voit que quand vous vous exprimez sur une plateforme comme Instagram, vous êtes dans un univers qui est d'un univers esthétique, visuel, de beauté, préservé. Donc, dès lors que vous pensez à une marque, essayez d'aller dans les codes standards, c'est-à-dire exprimer ce que votre marque peut être dans l'univers quotidien de vos consommateurs. Et ensuite, soit vous avez la capacité à vous adapter partout sur toutes les plateformes, soit prenez la plus dure et continuez à diffuser le contenu produit sur Instagram, sur d'autres plateformes, Facebook et ailleurs. Donc c'est un peu pragmatique ce que je dis, mais en même temps, c'est un peu la vraie vie. Mais Florence, on n'est pas tous dans l'environnement de la beauté, de la déco, de tout ce que vous voulez. Donc voilà. Oui. Est-ce que, par exemple, pour du service, ça serait valable ? Oui. Ah oui, c'est valable pour... Alors c'est vrai que c'est plus évident si on passe... spontanément, on se dit oui, forcément, Instagram, c'est la beauté, la mode, le voyage. Enfin, c'est tout ce qui est très, très visuel. Mais ça, je dirais que c'est peut-être assez... Un peu cliché. Un peu cliché, oui. Bon, c'est vrai que c'est la première plateforme de beauté, oui. C'est vrai que c'est la première. Les pionniers d'Instagram, c'est la mode, oui. Mais en même temps, il y a beaucoup de marques, notamment de services, qui l'utilisent. Pourquoi ? Parce qu'un service, c'est vrai que montrer une carte bancaire ou un réseau de téléphone, c'est un peu complexe, mais il y a derrière l'univers de n'importe quel type de service une valeur ajoutée, un bénéfice que vous offrez à vos clients. Ce bénéfice, il s'exprime visuellement. Donc alors effectivement, les créatifs doivent peut-être plus travailler là-dessus, mais vous avez, n'importe quelle marque a la capacité d'exprimer ce qu'elle est, soit via son produit, soit ce qu'elle apporte à son consommateur. Donc faites-le, bien sûr, faites-le. Il y a des très beaux exemples, Instagram.business, de marques de services qui utilisent très très bien la plateforme Instagram, notamment des services financiers, des telcos. Donc n'hésitez pas à aller vous inspirer. Il y a des focus, il y a des onglets qui sont totalement dédiés à la création. Et je trouve que c'est intéressant d'aller se balader sur nos outils pour se faire inspirer dans le monde entier par tous les cas qu'on partage avec vous. Ok, message reçu. Julien, alors je ne rejoindrai pas forcément Florence sur ce point-là. Je crois que le plus important quand on fait une stratégie de contenu, c'est qu'elle réponde aux attentes, à l'appétence des cibles que l'on va toucher. Et en l'occurrence, quand on va sur les différentes cibles, on va sur les différentes plateformes, on ne cherche pas la même chose. Moi, quand je vais sur LinkedIn, je ne recherche pas la même chose que quand je vais sur d'autres plateformes. Et par conséquent, après, le message de l'entreprise doit aussi être différent. Mais quand on veut pour une entreprise parler de sa capacité d'innovation, parler des spécificités de son produit et avoir une stratégie de contenu qui soit complètement déclinée, je pense qu'il est important et sur la forme et sur le fond, d'adapter en fonction des attentes des membres. Il nous reste un tout petit peu de temps et j'ai beaucoup de questions. Alors on va essayer de faire des réponses rapides. Le titre de cette conférence s'appelle « Influence is Business » et on me demande qui sont vos influenceurs, vous personnellement. Influenceurs à nous ? Oui. Moi en fait justement je vais faire une réponse un peu différente, c'est-à-dire que je considère que les personnes qui m'influencent sur Twitter, c'est les utilisateurs du quotidien. C'est pas forcément des grands noms, c'est pas les personnes qu'on connaît le plus, mais c'est plutôt, on va dire, des personnes comme vous et moi qui vont avoir une expertise sur des sujets donnés. Donc je vais volontairement pas vous donner de nom parce que ce qui m'intéresse sur Twitter, ça va être ces utilisateurs qui deviennent, on va dire, connus du jour au lendemain. Je pense à Carter, cet adolescent l'année dernière qui s'est retrouvé avec 3,6 millions de retweets quand même. Tout simplement parce qu'il était à l'origine d'un échange entre Louis et Wendy's. Wendy's, c'est une marque de fast-food des États-Unis. Bon, il adorait les nuggets en l'occurrence et l'échange avec cette marque lui a permis de devenir effectivement très, très visible. Donc voilà, moi je pense que c'est plutôt sur Twitter en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est l'influence au quotidien. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Florence, est-ce que vous avez vos propres influenceurs ? J'en ai beaucoup. J'aime particulièrement utiliser la fonction Explorer d'Instagram parce que, en fait, Instagram, vous n'êtes pas forcément connecté avec des gens que vous connaissez. C'est une ouverture, ça vous permet de vous ouvrir à des gens qui partagent les mêmes inspirations et les mêmes passions. Donc, j'utilise beaucoup cette fonction pour me
permettre de découvrir des marques ou des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi, qui sont tellement variés que je vais vous prendre tout votre temps. Donc j'arrête là. Mais utiliser Explorer sur Instagram, c'est assez fabuleux. Julia, juste un petit mot là-dessus. En fait, je suis un peu embarrassé pour répondre à votre question parce que si je suis complètement honnête, on va dire que je suis vraiment trop corporate parce que, en l'occurrence, j'aime beaucoup ce que fait Jeff Weiner, qui est le CEO de LinkedIn, et plus sérieusement, je crois qu'il a une vision de l'évolution de la manière dont on travaille, des tendances sous-jacentes et surtout de la manière dont il se projette sur l'avenir, comme aujourd'hui peu de CEO sont capables de le faire. Donc c'est partie des personnes qui m'influencent beaucoup. Alors j'ai une autre question, et je pense que vous avez déjà plus ou moins répondu, mais elle est intéressante quand même. Visiblement, il semblerait que dans la salle que vous ne semblez pas concurrents les uns des autres. Et on me dit, la concurrence existe-t-elle entre les différents réseaux sociaux? Parce que le marché, il semble tellement fractionné par cible, et chacun récupère sa part sans vouloir voler celle de son voisin. Finalement, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je crois beaucoup à la complémentarité. En tant qu'utilisatrice et en tant que marketeuse, je ne crois absolument pas au fait que c'est moi ou l'autre, mais plutôt quelles sont les spécificités de chacune. Et puis d'ailleurs, en tant qu'utilisatrice, moi j'utilise toutes les plateformes et je pense que c'est absolument pas tabou, c'est absolument normal. J'utilise LinkedIn, j'utilise Facebook, j'utilise Instagram, Twitter évidemment, mais pour moi c'est effectivement le sens de l'histoire. Je pense que c'est naturel. Florence, oui, je dirais exactement la même chose qu'Ikram. Et d'ailleurs, nous, on est l'expression la plus juste de cette complémentarité totale, parce que déjà nous en interne on est complémentaires entre Facebook et Instagram, on est complémentaires entre Messenger et WhatsApp, donc le monde du digital est un monde de complémentarité, oui. Julien, la réponse a déjà été apportée. Alors, on me pose une question, Julien, pour vous. Sur LinkedIn, est-ce qu'il vaut mieux poster, avoir un compte professionnel et un compte personnel, ou que lorsqu'on veut parler pour l'entreprise, il vaut mieux avoir un compte professionnel? Déjà, la première chose, sur LinkedIn, vous pouvez avoir qu'un compte par personne. Vous ne pouvez pas multiplier les comptes vous concernant. Après, est-ce que vous devez prendre la parole au nom de votre entreprise ou alors à titre personnel? Tout dépend du message que vous voulez porter, bien évidemment. Je vous donnerai juste un exemple sur les emails, donc la possibilité d'envoyer des mails à des personnes que vous identifiez. On s'aperçoit en fait que les personnes ouvrent davantage ces mails quand ils sont envoyés par une personne plutôt que par une entreprise. Voilà, donc c'est juste sur ce produit-là. Après, lorsque vous voulez publier des posts, vous pouvez le faire simplement depuis une page entreprise, vous ne pouvez pas le faire depuis une page membre. Donc si vous voulez faire de la communication et toucher au-delà de vos followers naturels, vous êtes obligé d'avoir une page entreprise. Question ouverte, on arrive presque à la fin. Quelles sont vos priorités pour 2018? Ikram. Nos priorités sur 2018, elles correspondent aux tendances de fond qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire c'est l'évolution de la vidéo. C'est aller toujours plus loin justement sur fournir des solutions aux marques qui soient efficaces, qui soient interactives, qui soient générant de l'action, générant de l'impact. Donc premièrement, évidemment, je pense aller dans ce sens-là, de toujours plus de vidéos, toujours plus de live. Deuxièmement, je pense qu'il y a évidemment une question d'amélioration, de simplification, d'enrichissement de l'expérience utilisateur. Vous avez dû voir passer récemment l'ajout des discussions sur Twitter qui permet de lier des tweets et donc de raconter des histoires. Il y a même des utilisateurs qui racontent des histoires magnifiques, on dirait parfois même des nouvelles, qui effectivement permet de faire du storytelling de manière très original, et on va continuer aussi à enrichir l'expérience utilisateur. Et puis dernier point, ce qui est très important pour nous aussi, c'est de mettre à disposition des marques des solutions qui leur permettent finalement d'adresser leur objectif de marque, qu'il s'agisse de notoriété, d'engagement ou de performance, et on va continuer dans ce sens-là. Florence, les priorités 2018? J'ai donné les priorités de la partie que j'anime, c'est-à-dire le business pour Facebook. On a une priorité, mais qui n'est pas une priorité nouvelle, mais qui est un maintien d'un cap permanent, qui est d'accompagner les marques à mesurer l'efficacité, effectivement, comme le disait Ikram, à mesurer l'efficacité des campagnes et de l'utilisation de Facebook, Instagram et Messenger sur des items réels de modification de la perception de la marque ou modification du business. Donc ça, c'est un vrai enjeu. On travaille beaucoup avec tous les grands partenaires études, notamment par exemple avec Kantar. Et déjà, ce que l'on voit dans toutes les méta-analyses qu'on a fait récemment, c'est que quand vous utilisez Facebook comme en complémentarité de la télé, vous avez une efficacité qui est multipliée, qui est accrue de 10%. Quand le revenu incrémental que génère Facebook, parce que ça génère du revenu incrémental déjà, et quand ça en génère, c'est particulièrement sur des petits et non consommateurs de télé.
Donc c'est hyper intéressant d'utiliser ces plateformes comme des complémentaires à vos stratégies médias. Ah la pauvre. Un petit peu d'eau. D'accord. Julien, les priorités? Première priorité, la vidéo. La vidéo est arrivée pour la communication des entreprises, à la fois en organique et à la fois en paid. Donc, on accompagne tous les annonceurs pour qu'ils se l'approprient complètement. Deuxième priorité, ça rejoint un petit peu ce que disait Florence. Nous, on s'attache vraiment à délivrer de la valeur plutôt que des impressions publicitaires. Donc, c'est comment on comprend encore mieux le business de nos partenaires, comment on leur donne des insights, on leur permet de mieux comprendre leurs cibles, de mieux développer leur stratégie de contenu et qu'on définisse ensemble des KPI, des indicateurs de performance qui soient bien clairs et qui sortent complètement de la valeur média, que ce soit l'évolution des traits d'image d'une entreprise, que ce soit de nouveaux prospects, la génération de chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment aussi être très orienté, on va dire, une forme de consulting auprès de nos clients. Alors, le mot de la fin, c'est du coup sur les réseaux sociaux, on l'a vu, le mobile, vidéo, interaction avec la télé, le contenu. Vous voyez d'autres choses? Oui, moi je dirais effectivement l'écoute. L'écoute, parce que je pense qu'il faut ancrer son marketing dans l'écoute de ce qui se dit, des tendances. Twitter est un formidable baromètre en temps réel finalement, qui nous permet de savoir ce qu'on dit d'une marque, d'un environnement. Et moi, j'invite toutes les personnes qui sont ici et qui tweetent beaucoup parce que mon téléphone vibre depuis tout à l'heure. Mais effectivement, d'ancrer, d'enraciner en fait sa stratégie éditoriale dans les insights que permet Twitter. Florence, le mot de la fin? Moi, je dirais qu'il faut que tout change pour que rien ne change et qu'on est dans un univers qui est un univers, comme disait très bien Julien, qui est finalement un univers de soutien et de conseil aux marques pour atteindre vos objectifs de business et des thèmes de marque. Et que finalement, c'est un formidable terrain de jeu. Nous, mais enfin, tous les acteurs présents autour de cette table, c'est un formidable terrain de jeu pour inventer une relation dont vous avez besoin. Parce que, comme j'ai dit, 2025, ils sont 45% des moins de 35 ans. Ouais, donc c'est maintenant qu'il faut commencer à s'amuser avec eux. Oui, tout à fait. C'est joli comme expression, terrain de cheveux. Julien, le mot de la fin peut-être par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Pour poursuivre la croissance que nous sommes en train d'avoir avec toujours plus de solutions, toujours plus de services pour permettre à la fois aux membres d'avoir un quotidien professionnel plus efficace et aussi aux annonceurs de toucher les personnes qui comptent pour eux. Donc vraiment les personnes qui vont servir le développement de leur business. Ok. En tout cas, moi je voulais vous remercier, Incram, Florence, Julien, d'être venus. Merci infiniment. Merci à vous tous. Merci à la Brigade du Web qui était là. Merci aux influenceurs. Merci d'avoir été patients, tous ceux qui étaient debout. Et puis, si vous souhaitez continuer sur tout ce qui est engagement de communauté, je vous souhaite à venir à l'atelier à 14h45 dans l'amphithéâtre Mozart. Voilà. Et encore 1000 fois merci d'être venus aussi nombreux.